Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va revenir un petit peu sur le cinéma français. Vous savez que sur cette chaîne j'adore le cinéma français, mais là il est question de trois films, de trois comédies cultes françaises que je n'aime pas. Alors je précise évidemment que tout ici n'est que question de ressenti, bien sûr, il n'est pas question de vérité universelle, il n'est pas question peut-être même de dire que ces films sont surcotés, parce qu'après tout, c'est des films qui ont fait des cartons en salle, c'est des films qui ont très très bien marché, donc ce sont trois films, alors il y en aurait beaucoup plus bien sûr, là j'en ai pris trois, et je précise évidemment que ce sont des films qui ne me touchent pas plus que ça, du moins ce sont peut-être même des films que j'ai aimés, fut un temps, et puis en les revoyant, je me dis que finalement, il y a quelque chose qui ne passe plus, je vais vous expliquer évidemment pourquoi dans cette vidéo. Alors je commencerai tout de suite par le premier, attention, La Cité de la Peur, réalisé par Alain Berberian, le film de Les Nuls. La Cité de la Peur, le film de Les Nuls, sortis-le. Alors pourquoi j'ai choisi La Cité de la Peur ? Pourtant, vous le savez ici, je suis totalement fan des Nuls, vous le savez, je le répète quasiment à chaque vidéo. J'adore les Nuls, l'émission, j'adore tout ce qu'ils ont fait depuis le début en télévision. Voilà, même par rapport à Objectif Nul, donc qui était leur première émission, donc je continue à adorer. Mais bizarrement, à l'inverse de tout le monde, qui va dire qu'on préfère les inconnus aux nuls, j'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, et 95% des gens me disaient qu'ils ne supportaient pas les nuls et qu'ils préféraient évidemment les inconnus, mais à l'inverse, tous ces gens vont me dire qu'ils adorent La Cité de la Peur. Et ben moi, c'est quasiment tout l'inverse. Pourtant, à l'époque, ce film, je l'attendais au tournant, et j'avoue que j'étais acquis à la cause, donc forcément, quand je vais voir le film, j'adore, voilà. Puis en même temps, c'est vrai que j'étais plus jeune. Bon. Et donc, je revois le film, je le revois après en cassette, je le revois après en DVD, et puis j'aime toujours autant, et puis après, je fais une pause, j'arrête de le regarder, et puis d'un seul coup, je me remets à le revoir, je sais pas, 2-3 ans après, et là, d'un seul coup, patatras, tout s'effondre, ça ne fonctionne plus, ça ne me fait plus rire, je trouve ça même très très lourd, en fait, pour vous dire la vérité. Et ça, dû à plusieurs choses. Bon, évidemment, il y a l'effet de répétition, peut-être trop vu, peut-être trop entendu, des gags qui sont finalement recyclés d'autres choses. Je prends par exemple le gag du whisky. Est-ce que vous voudriez un whisky? Juste un doigt, vous voulez pas un whisky d'abord? Eh bien, il faut savoir que ce gag est repris des Nuls l'émission, dans un sketch d'ailleurs avec Gérard Darmon. Mais je manque à tous mes devoirs. Tu veux un whisky? Oh, juste un doigt. Mais tu ne veux pas un whisky avant? Donc il y a déjà dans La Cité de la Peur pas mal de gags qui sont recyclés de ce qu'ils avaient fait en télévision. Mais à la limite, c'est pas le problème parce que t'as pas mal de gens qui étaient pas obligés de connaître, si tu veux, par cœur les Nuls comme moi je les connaissais pour pouvoir apprécier le film. En fait, ce que me fait maintenant La Cité de la Peur, c'est l'effet Carioca. Alors qu'est-ce que j'appelle l'effet Carioca? Eh bien tout simplement, dernièrement, on avait demandé à Gérard Darmon et Alain Chabat de refaire la Carioca au dernier festival de Cannes. Et Alain Chabat, lui, il était pas trop pour et il a dit, en gros, non c'est bon, on passe à autre chose, ça va être vite lourd, etc. Voilà, c'était le truc de l'époque. Et j'ai pas forcément envie de le refaire. Bon, évidemment, sous la pression des fans et je crois du directeur du Festival de Cannes, il a dû le refaire évidemment avec Gérard Darmon. Mais en fait, c'est exactement l'effet que ça me fait, La Cité de la Peur. C'est que je trouve que c'était peut-être le film d'un moment, le film du moment à l'époque, qui faisait rire à cette époque-là et qui maintenant, moi, ne me fait absolument plus rien. Je trouve quasiment tout dépassé en fait. Et quand je me replonge dans ce film, j'ai vraiment l'impression de voir un film d'un autre temps, d'une autre époque et qui ne traverse pas en fait le temps. Il y a par exemple certains films en comédie, des films de De Funès, qui traversent les époques, qui traversent les décennies et ça me fera toujours autant rire. Et je trouve que La Cité de la Peur finalement, c'était le film qu'on attendait après le passage télé des Nuls quoi. Et le truc c'est que ça pouvait marcher à l'époque parce qu'on l'attendait. Je trouve qu'en le revoyant, ça marche plus du tout, mais je suis peut-être le seul à ressentir ça, parce que en général, les gens me disent « Alors, c'est de la peur, c'est culte, c'est super, c'est vachement bien ». Et moi, j'avoue que plus ça va, plus j'ai du mal. Il y a aussi un autre problème, c'est un problème de leur inspiration. On sait très bien que les Nuls se sont beaucoup inspirés des Zucker Abraham. Zucker, donc y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un flic pour sauver la reine et tout ça? Et donc, si dans les Zucker Abraham Zucker, tous les films que j'ai cités, tu as en fait tous ces gags qui s'enchaînent comme ça, quasiment un gag toutes les 10 secondes quoi. Un gag toutes les 10 secondes qui s'enchaîne, qui sont totalement imbriqués dans l'action, qui sont totalement imbriqués dans la narration totalement premier degré. C'est quand même un coup de génie parce que c'est vrai qu'arriver à mélanger cette espèce d'intrigue très premier degré avec des gags en décalage total et arriver à ce que le tout fusionne parfaitement bien, c'est
quand même du génie. Et le problème des nuls, c'est qu'on sait pertinemment qu'ils veulent absolument reproduire cette formule-là, ce schéma-là, parce que c'est le cinéma comique qu'ils aiment. Mais je trouve que tout ça fait très artificiel. C'est-à-dire que si ça peut marcher à certains moments, avec des gags ultra référencés, avec des films d'action qu'ils ont adorés, etc., et donc faire des parodies et le mélanger à une intrigue très premier degré, bah, je trouve que ça marche peut-être 5 minutes, et après je trouve que ça devient très lourd, parce qu'ils ont du mal à condenser leur histoire en quelque chose de très cohérent, comme pourraient le faire les Zucker, Abraham Zucker. Je trouve que finalement, leur intrigue de trouver le tueur à la faucille et au marteau, ok, ça marche, mais le problème, c'est que tu as une intrigue qui s'éparpille trop, faute à trop de personnages, et donc finalement, tu quittes l'intrigue principale. Là où les Zucker, Abraham Zucker arrivent totalement à maîtriser leur sujet de A à Z. Quand tu regardes un pilote d'avion, il n'y a pas de doute là-dessus. Et le problème des nuls, c'est que je trouve qu'ils ont beaucoup de mal à le faire. Et puis il y a aussi l'autre problème, est-ce qu'on peut passer de la télé au cinéma? Alors oui, on peut, bien sûr, parce que quand on voit maintenant que La Cité de la Peur est devenue archi-culte pour beaucoup de gens, bah, ça prouve qu'il y a quelque chose qui marche, il y a quelque chose qui touche, il y a quelque chose qui, voilà, qui fonctionne en termes de magie. Mais moi, je trouve que, peut-être parce que j'aime trop les nuls en télé, eh bien, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne passe pas au cinéma. Que en fait, ils aiment tellement la télévision, les nuls, que bah, ils la parodiaient admirablement bien. C'est-à-dire que quand on regarde leur parodie de télé, ça marche très très bien parce que c'est des pastilles comme ça. Par exemple, d'un côté des fausses pubs, d'un côté des faux JT, etc., etc. Donc, un espèce de pêle-mêle de plein de choses qu'ils aiment parodier et qui marchent totalement. Là, on a vraiment l'impression d'une espèce de paralysie du fait qu'ils sont sur le média cinéma. Et je trouve que ça se ressent en fait. Plus tu le revois, plus ça se ressent. Et du coup, je trouve que les gags marchent beaucoup moins bien. Je les sens beaucoup moins libres que ce qu'ils faisaient en télévision. Donc peut-on passer de la télévision, qui n'est pas le même média vraiment très clairement, même en termes de parodie, même en termes d'effets comiques, au cinéma? Bah, je trouve pas vraiment. Alors, ça ne veut pas dire que leurs films solo sont pétés, puisque moi j'adore Didier par exemple, voilà. J'adore Didier, je n'aime pas La Cité de la Peur, mais Didier j'adore, parce que je trouve que c'est un film beaucoup mieux tenu, parce que c'est un film qui ne court pas après le gag tout le temps, en permanence. La Cité de la Peur, c'est un film qui court après le gag, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si en télé, on peut se permettre de pause dans les gags, on n'est pas toujours obligé d'être drôle, il peut y avoir des moments de pause, il peut y avoir des moments où des fois, c'est pas forcément drôle et hop, on repart dans le rire. Le problème de films conçus comme La Cité de la Peur, c'est que tu es obligé de mettre des gags toutes les 10 secondes et il faut que ça fonctionne. Et tu as vraiment cette impression de course comme ça. Et moi, c'est ce qui va me déranger, ce qui va me gêner. Après tout, un film comique n'est pas tout le temps obligé d'être drôle. Alors, évidemment, il y a le cas Zucker, Abraham Zucker que je citais avant, qui eux sont tout le temps drôles. Mais des Zucker, Abraham Zucker, il n'y en a pas non plus tous les 2 ans, quoi. C'est quand même rare des auteurs comme ça. Et je trouve que les nuls ne parviennent pas à réitérer cette formule en fait. Ils veulent absolument la singer et moi je le vois trop, peut-être parce que j'ai les références aussi. Il y a peut-être aussi une question de référence et ce pourquoi je décris un peu ce film. Peut-être que ceux qui n'ont pas les références des Zucker, Abraham Zucker vont trouver que ça passe très bien, mais quand tu as les références, quand tu sais qui ils sont en train de singer, bah ça pose pour moi un réel problème. Donc voilà, j'espère vous avoir dit pourquoi je n'aimais pas beaucoup en fait La Cité de la Peur. C'est pas un film qui est raté sur la forme, hein, très clairement, parce qu'il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de moyens, donc c'est quand même réussi de ce point de vue-là. Mais je trouve voilà, c'est sur les gags, sur le fond, sur l'intrigue mal resserrée, où je trouve qu'à un moment donné, il y a vraiment quelque chose pour moi qui ne fonctionne plus du tout. Tu as vu François? Je suis un champion au bilboquet. Deuxième film de cette sélection. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et si elle changeait votre vie? Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, réalisé par Jean-Pierre Jeunet, sorti en 2001. Alors là, c'est le film qui à l'époque a divisé évidemment les cinéphiles, même pas que les cinéphiles, hein, les gens qui aiment juste aller au cinéma. Et c'était d'un côté un chef-d'œuvre de poésie, voilà, c'était le film à aller voir, le feel-good movie du moment. Et puis de l'autre côté, les gens qui le décriaient, qui disaient oh non, non, c'est trop mièvre, c'est trop naïf, etc. Et donc moi, je ferais partie personnellement de cette seconde catégorie. Non pas que le film soit sur la forme soit raté, bien au contraire. Il y a même, je dirais presque du génie dans ce film sur la forme. Là, c'est peut-être même le film le plus maîtrisé de Jean-Pierre Jeunet. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, la technique est absolument phénoménale. C'est-à-dire que quand tu te mets devant, c'est difficile de lâcher quand même Amélie Poulain parce que c'est hypnotisant. Il y a un rythme effréné, il y a
quasiment presque du génie dans les mouvements de caméra, il y a vraiment un sens de l'image qui est exceptionnel, le cadre toujours très beau, même cette image, des fois un peu verdâtre, un peu avec lequel il a beaucoup joué tout au long de sa carrière, mais là, pour moi, qui trouve presque tout son sens. Mais ce n'est pas tant sur la forme que je vais critiquer le film, c'est peut-être un petit peu sur le fond et sur la finalité de ce film. C'est le feel-good movie par excellence, Amélie Poulain, qui est fait pour ça, qui n'a pas d'autre ambition que ça. Mais c'est là où moi ça va me poser un problème, c'est-à-dire qu'on voit bien justement un petit peu ses limites au feel-good movie. Alors évidemment, à l'époque, ce film fonctionne en partie grâce au bouche à oreille, hein, on va pas se mentir, le film cartonne, le film obtient les Césars, le meilleur film, etc. Mais c'est un film qui, pour moi, un des soucis majeurs, c'est un film qui surligne tout. C'est un film qui surligne tout déjà par sa voix off et par certains effets. Alors les effets, par exemple, quand Amélie est amoureuse, tu vois le cœur qui bat. Tu as toujours quelque chose souligné par des onomatopées, un peu comme dans une BD. Et ça va me poser un problème. C'est-à-dire que si l'effet peut marcher sur 2-3 plans, au bout d'un moment, t'en peux plus. C'est-à-dire que t'as compris, au bout d'un moment, que si le personnage, si l'acteur, parce qu'en plus, il y a un très bon casting, c'est-à-dire le casting est suffisamment bon pour qu'on comprenne le sentiment des personnages. Mais le problème, c'est que Jeunet ne peut pas s'empêcher de les surligner grâce à des effets de mise en scène, grâce à des inscriptions sur l'écran. Alors, je vous le redis, c'est marrant 5 minutes. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. C'est-à-dire qu'on a compris ce que le personnage pense à ce moment-là du film. Il n'y a pas besoin de le surligner par un effet avec des effets spéciaux. Il y a aussi le problème de cette voix off. Pourtant, André Dussolier, acteur français que j'adore, un de mes acteurs français préférés. Mais le problème de cette voix off, c'est que si elle est envoûtante au début et elle n'est pas choisie au hasard, parce que la voix d'André Dussolier, elle porte très très bien, c'est comme un espèce de grand-père qui nous raconterait un conte comme ça, et hop, on se glisse dedans. Le problème, c'est qu'elle dure beaucoup dans le film, et au bout d'un moment, on a envie de lui dire, juste arrête ta voix off, 5 minutes, laisse les personnages parler, quoi. Sinon, je prends un livre et j'arrête de regarder un film. Après tout, un film, c'est aussi visuel, c'est aussi laisser le temps de laisser parler des personnages. Et le problème de cette voix off, c'est qu'elle est quand même assez récurrente et que je trouve au bout d'un moment un petit peu envahissante. Voilà, ça me pose un gros problème. Après, c'est pas le problème majeur du film, mais disons que c'est un des problèmes pour moi d'Amélie Poulain. Ensuite, évidemment, et pour moi peut-être le problème majeur, c'est cet univers de cartes postales de la France d'autrefois. Alors la France d'autrefois, ça veut pas dire forcément la France des années 40, mais plutôt, moi, ce que j'ai connu étant gamin, cette France populaire, en tout cas ce Paris populaire des années 80. Et là, ça va me poser un petit problème. Non pas dans cette représentation, c'est-à-dire voulue, fantasmée, etc., où c'est plutôt sympathique, mais finalement dans cette espèce de Paris parc d'attractions. Et c'est de cette façon-là que Jeunet va mettre en scène son film. C'est-à-dire qu'en fait, il va user de beaucoup de gros plans sur les détails, de devantures de magasins, de boucheries, etc. Donc tout ça est plutôt plaisant, mais j'ai vraiment l'impression au bout d'un moment de n'être plus dans un Paris authentique, mais dans un Paris recréé pour un parc d'attractions, pour que les Américains nous voient de cet œil-là. Et d'ailleurs, Jeunet s'y est pas trompé, puisque les Américains ont adoré évidemment Amélie Poulain, parce qu'eux, ils ont beaucoup de recul, parce que finalement, ils ne connaissent pas vraiment Paris, et donc, il y a cette espèce d'histoire de carte postale fantasmée comme ça d'un Paris parc d'attractions. Et c'est exactement ce que tente de recréer Amélie Poulain. C'est voulu, certes, mais moi, c'est pas ça qui va me plaire en fait. Moi, par exemple, ce que j'aime, quand j'aime voir par exemple la représentation de Paris à travers les films, c'est de regarder des films des années 60, par exemple les films de Truffaut, quand il te montre le vrai Paris des années 60 dans ses films, Pierre Richard dans les films des années 70 où on te montre le Paris de ces années-là, Belmondo dans les années 80 où on te montre le Paris de ces années-là, et je peux te prendre énormément de films comme ça, hein, il n'y a pas que ces acteurs-là, mais c'est ça que j'aime voir en fait, c'est-à-dire la représentation de Paris telle qu'elle est, sans effets spéciaux, sans filtre sur la caméra, vraiment Paris au naturel tel qu'elle était à cette époque-là. Et le problème de ce Paris dans Amélie Poulain, c'est que pour moi, au bout d'un moment, ça fait trop artificiel. Je comprends l'intention, c'est peut-être même voulu, le côté parc d'attractions, le côté rêve éveillé, etc. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui me fatigue, il y a quelque chose qui même me fatigue l'œil. C'est-à-dire que je me dis, non, c'est trop artificiel. On veut mélanger de l'authentique à quelque chose qui fait, pas carton-pâte, mais disons, qui fait un peu factice. Voilà. Et c'est ce qui va principalement me déranger en fait dans Amélie Poulain. C'est pas tant le fond finalement, parce que le fond est intéressant, le scénario surfe sur la thématique de la nostalgie, sur le fait d'être bienveillant par rapport aux autres, tout ça est très feel-good movie, et finalement,
assez plaisant, mais il y a aussi des limites qui se dessinent bien évidemment, et c'est ce qui va me déranger. Donc c'est pour ça que Amélie Poulain, ça fait partie, non pas de ces films ratés, parce qu'on ne peut pas dire que c'est un mauvais film ou un film raté, mais c'est une question, je pense, de sensibilité. Par exemple, si je prends l'exemple du Canal Saint-Martin, là où va se dérouler un petit peu certaines séquences du film et tout ça, bah, j'ai quand même l'impression que Amélie Poulain, c'est le film qui va amener les bobos à trottinette. Bon, alors moi, ça me pose quand même un souci parce que moi, le Canal Saint-Martin, c'est un quartier que j'ai connu puisque j'y ai vécu étant enfant. Et je peux vous dire, voilà, j'habitais même au-dessus de, pour ceux qui connaissent, hein, les cinéphiles, l'immeuble au-dessus de la boutique de DVD Potemkin, qui à l'époque n'était pas du tout la boutique de DVD Potemkin, hein, c'était des vendeurs de tapis, des tanneurs, etc. Moi, j'habitais juste au-dessus. Et je peux vous dire que j'ai vu ce quartier se défigurer petit à petit. Avec l'arrivée de films comme ça, mais pas que bien évidemment, Amélie Poulain ne peut pas être responsable d'un quartier qui se transforme, mais disons que ça fait partie de ce truc-là. Et en fait, moi j'ai vu ce quartier évoluer de quartier très populaire, à celui de quartier bobo, chic, machin, avec des gens blindés de thunes. Et c'est un quartier qui s'est défiguré petit à petit. Et c'est exactement l'effet que me fait Amélie Poulain. C'est cette espèce d'effet boboisant, un peu insupportable, qu'a voulu amener Jean-Pierre Jeunet, peut-être de façon involontaire, mais quelque part c'est ce que ça a amené. Et j'avoue que d'un point de vue très personnel, ça me dérange un petit peu. Donc ce n'est pas que pour ça que je n'aime pas Amélie Poulain, parce que je vous ai cité les autres raisons avant, mais voilà, c'est un film que je ne déteste pas, faut pas exagérer, parce que c'est un film que quand tu lances, voilà, c'est tellement hypnotique que tu le regardes jusqu'à la fin. Mais à chaque fois, je suis extrêmement critique sur ce film. Je ne le trouve pas, voilà, si chef-d'œuvresque que ça, et finalement si culte que ça. Rix, Astérix. Et lui, c'est Obélix. Et le petit chien là, c'est Idéfix. Allez, troisième et dernier film, et on revient encore sur les nuls. Ils vont se dire, mais c'est pas possible, t'es pas fan des nuls, toi. Oui, bon, je suis désolé. Astérix, Mission Cléopâtre, film culte, le meilleur Astérix pour tout le monde, voilà. Celui réalisé donc par Alain Chabat. Et c'est un film, alors là, pour le coup, je n'ai jamais réussi à rentrer dedans, pourtant Alain Chabat derrière, voilà. Mais voilà, ça prouve encore une fois de plus que même t'as beau faire Didier, qui est une comédie évidemment que j'adore, et ben derrière on te met les gros moyens, on te met voilà des décors gigantesques, et je pense que Chabat a les épaules pour le faire, et on le voit pendant le film. Mais c'est un film où je n'arrive jamais, mais jamais à rentrer dedans. Il est même, Chabat, très inspiré en termes de réalisateur. Je parle vraiment, je me place vraiment d'un point de vue de mise en scène. Il est extrêmement inspiré. On sent qu'il est dans son élément, on sent qu'il adore ce qu'il fait. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais en vérité, Astérix Mission Cléopâtre, il n'est pas parasité ni par sa réalisation, ni par son scénario qui finalement, je pense, se rapproche beaucoup de la BD Astérix Mission Cléopâtre. Alors je dis dans la narration, hein, non pas par rapport à tout ce qu'il va mettre, qui va agrémenter tout autour, mais il est parasité, je trouve, par rapport à son casting. Et en fait, c'est la porte d'entrée, si tu veux, quand même, dans un film, enfin une des portes d'entrée dans un film, et bah, cette porte d'entrée, pour moi, elle reste fermée, quoi. Je n'y arrive jamais. C'est-à-dire que le casting, Jamel Debbouze, Édouard Baird, Robin des Bois et compagnie, c'est-à-dire finalement l'esprit Canal+ de l'époque, remis dans un film, je n'aime pas, je n'y arrive pas, ça ne me fait pas rire, cet humour ne me fait pas marrer, et pourtant l'esprit Canal, j'en ai déjà parlé, et j'adore l'esprit Canal, mais l'esprit Canal des années 80, c'est-à-dire, je sais pas, quand ça commence avec Coluche, quand ça se poursuit avec les nuls, à la limite aller jusqu'à Decaune Garcia, j'aime bien, ça me fait rire et tout ça, il n'y a aucun problème. Mais moi, cette époque-là, cet esprit Canal que j'aimais. Après, l'esprit Canal avec Jamel Debbouze, avec Édouard Baird et tout ça, moi, c'est là où j'ai commencé à lâcher l'affaire. Donc, clairement, Chabat se dit quoi? Se dit maintenant, la nouvelle génération chez Canal+, bah, c'est eux, donc je les mets dans mon film, et bah, il s'est pas trompé, parce que le film a cartonné, hein, je crois 14 millions d'entrées, c'est quand même colossal. Et moi, ça ne me touche pas du tout, cet humour ne me touche pas, je trouve que même, limite, presque ça flingue l'esprit de base d'Uderzo et de Goscinny, alors que je pense que Chabat est un véritable amoureux de Goscinny et d'Uderzo, mais je trouve que finalement ce casting vient totalement parasiter l'esprit de cette BD. Et moi, c'est vraiment ce qui me pose problème dans ce film.
même jusqu'au point que Astérix et Obélix, c'est-à-dire Clavier et Depardieu, sont relégués au second plan. Et moi, ça me pose quand même un gros problème. Alors à l'époque, c'était super, c'est-à-dire que t'as toute la presse qui disait ouais, en plus c'est vachement bien parce que au moins Depardieu, les vieux, voilà, ils sont relégués au second plan. Bah ouais, mais moi c'est tout ce que j'aime pas en fait. C'est-à-dire que quand tu as Depardieu dans un film, il faut que tu t'en serves. Voilà, tu peux pas le reléguer au second plan, c'est pas possible. Et pour moi, c'est exactement ce que fait Alain Chabat, quoi. C'est-à-dire qu'il le relaie au second plan pour laisser la place à cette nouvelle génération, Canal+ et tout ça. Donc moi, ça me pose un gros problème. Alors évidemment, on le compare à cette époque-là, non pas avec ceux d'après, mais avec celui d'avant, c'est-à-dire celui de Claude Zidi. Et moi, j'ai toujours défendu celui de Claude Zidi. Alors évidemment, il n'est pas parfait, mais c'est un film qui, lui, pour le coup, je trouve, respecte beaucoup plus l'esprit de la BD. Et puis surtout, il n'est pas parasité par cette bande d'acteurs de Canal. Non, au contraire, il est même, je dirais même poussé par un casting de gens, ce que j'appelle les acteurs à l'ancienne, Claude Pieplu, Michel Galabru, etc. J'en passe, que des acteurs à l'ancienne, mais qui ont une véritable formation théâtrale. Et donc, Astérix, Mission Cléopâtre pose le problème et même annonce un peu la décennie, les 2 décennies de cinéma français en comédie qu'on va avoir dans les 20 années à venir, c'est-à-dire le problème de ces comédiens français qui sont issus de télé et qui font du cinéma. Et c'est pour moi un petit peu Astérix Mission Cléopâtre qui va annoncer ce truc-là. C'est-à-dire que très clairement, maintenant, on n'a plus d'acteurs, alors on en a bien sûr, mais peut-être plus dans le drame, mais dans la comédie, le but c'est de prendre des gens de télé, voilà, qui n'ont pas véritablement de formation théâtrale et qui vont devenir acteurs au cinéma dans les comédies. Mais sauf que pour moi, ça ne marche pas, voilà. Ou alors, il y en a qui peuvent marcher, mais on voit bien les limites. Et ça va d'Astérix Mission Cléopâtre à la dernière connerie de Kéron, Brutus versus César, hein. On va pas se mentir. C'est exactement ça. Brutus César, c'est le syndrome Astérix Mission Cléopâtre. Alors évidemment, en bien moins maîtrisé, hein, je comparais pas les 2 films parce que le film de Chabat est bien meilleur, mais le problème, c'est qu'on voit un petit peu le même syndrome en fait. C'est-à-dire de prendre des gens qui n'ont aucune formation théâtrale, qui savent à peine jouer, la diction n'y est pas, la façon de bouger, la gestuelle, ça s'apprend le métier de comédien. C'est pas faire le guignol à la télévision 4 minutes et après faire l'acteur au cinéma. Et donc, Mission Cléopâtre pose ce jalon-là. Et c'est exactement ce qui va me poser le problème. Et ce qu'on voyait absolument pas, je suis désolé, dans le film de Zidi, qui n'est pas parfait, oui, mais on ne voyait pas ça. Parce que Zidi, bah lui, il était encore avec ses comédiens à l'ancienne, qui avaient une véritable formation, qui savaient véritablement jouer la comédie. Et ça se voit quand tu revois le film de Claude Zidi, vraiment. Là, moi je suis désolé, Jamel Debbouze n'a pas le quart du talent d'un Michel Galabru ou de tous ces acteurs-là, quoi. C'est juste impossible. Et donc, c'est ce qui me pose réellement problème dans ce Mission Cléopâtre. Pourtant, voilà, très bien tenu en termes de réal, les décors sont incroyables, tout est là pour que ça cartonne, et ça a cartonné. Mais moi, je suis désolé que ce film, je n'ai jamais pu l'apprécier. Alors évidemment, je ne parle même pas des autres, où je n'y arriverai encore moins. Mais là, c'est con, parce que soi-disant, c'est le meilleur Astérix, mais moi, non, cet humour-là, j'y arrive pas. Une fois de plus, Chabat, pour moi, c'est la télévision, à part Didier, bien sûr. Mais c'est la télévision, c'est les nuls de l'émission, c'est tous ces trucs-là. Moi, je trouve que ça passe pas le cap, en fait, sur des gros films comme ça, malheureusement, voilà. Voilà pour ces 3 films cultes français que je n'aime pas. Alors évidemment, il y en a bien d'autres. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien sûr, ne le prenez pas personnellement. Ce n'est qu'une question d'avis personnel. Voilà, il n'y a pas de vérité, je le répète. C'est aussi une question de sensibilité. En tout cas, je vous ai donné mes arguments. Vous pouvez également me donner les vôtres. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!